Bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk. Nous sommes très heureux de prendre langue avec vous ce soir. Alors selon le président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, Epiphane Zorobi-Balo, à ce jour, 19 retardataires assujettis n'ayant pas déclaré leur patrimoine ont été mis à disposition du pôle pénal, économique et financier pour des poursuites judiciaires. Il faut rappeler que l'initiation donc aux assujettis retardataires a eu un impact positif sur la collecte des déclarations de patrimoine avec l'enregistrement de 1225 nouvelles déclarations depuis la mise en œuvre de cette mesure. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Des sujets sociopolitiques sont toujours traités ici sur ce plateau avec nos amis. Ce soir encore, nous avons le privilège d'avoir Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir Christelle. Daouda Coulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Daouda, la nouvelle est tombée, 19 personnes mises à disposition donc, du pôle pénal, économique et financier à l'effet de répondre justement sur la non-déclaration de leur patrimoine. Comment est-ce que vous réagissez à cela, Daouda? Je pense que c'est déjà une très bonne nouvelle, c'est une très bonne initiative parce que quand on regarde la mise à disposition des 19 cadres, comment on appelle ça, dans des mains du pôle pénal et financier, c'est une très bonne chose. Cela démontre le sérieux de l'État dans la lutte contre la corruption, de s'attaquer aux plus hauts cadres. Donc s'il s'attaque à eux, on peut s'attaquer à tout le monde. Cela renforce par ailleurs la crédibilité en fait, de la HABG, qui est la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, et qui démontre que son pouvoir d'agir en fait, pour tous les manquements, même quel que soit le degré de responsabilité qu'on occupe. Et puis la question de la corruption, c'est quelque chose qui importe à tous les Ivoiriens et même au chef de l'État, Alassane Ouattara, depuis qu'il est arrivé. Avant, on avait un ministère, aujourd'hui, donc transformé, oui. On a juste enlevé le ministère, c'est devenu une institution. Ouais. Après avoir dit tout ça, il y a juste un point qui me chiffonne un peu. Lequel, Daouda? Ce point qui me chiffonne, c'est que j'ai comme l'impression que dans la déclaration du ministre Zorobi Epiphane Balo, malheureusement, on a dit qu'il y a eu un directeur de cabinet, un président de conseil d'administration, il y a eu 2 maires. Je pense qu'il fallait aller loin dans la sanction. Parce que là, on a commencé à rentrer, on était dans la phase de sensibilisation il y a un moment. On rentre dans la phase de sanction, il fallait aller plus loin selon moi. Il fallait citer les noms de ces personnes-là. Il fallait citer le ministère de ces personnes. Pas les titres. Au-delà du titre, il faut donner leur nom et prénom, leur patronyme. Parce qu'ils gèrent le bien public. Il ne s'agit pas de seulement dire un directeur de cabinet d'un ministère. Quel ministère? Il ne s'agit pas de dire 2 maires. Il s'agit de quel maire? Parce que ce sont des personnes qui détiennent et qui gèrent l'argent du contribuable ivoirien. Il faut qu'on sache pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas déclarer leurs biens. Est-ce que justement, puisque ils sont poursuivis, est-ce qu'on n'aura pas peut-être dans le processus arrivant leur nom dévoilé? Je pense que le pôle économique et financier connaît déjà leur nom. Mais pour la postérité et pour une question de transparence vis-à-vis du contribuable que nous sommes, nous avons aussi le droit de savoir quels sont ces hauts cadres-là qui refusent de déclarer leurs biens. Mais le président de la République, chef suprême des armées, chef de l'État, a déclaré ses biens. Le Premier ministre a déclaré ses biens. Tous les ministres ont déclaré leurs biens. Mais qui, eux aussi, ils sont qu'on n'ait pas déclaré leurs biens et qu'on ne connaisse pas leur nom? À un moment donné, je me suis dit, au fond de moi, M. Zorobi Epiphane Balo fait bien, mais qu'il aille loin dans sa démarche en disant leur nom. Ça donne l'impression qu'on veut les protéger encore. Je ne sais pas, mais j'espère que ce n'est pas ça. Très bien. Marius, comment est-ce que vous appréciez tout ceci? Au-delà des noms qui, selon Daouda, n'ont pas été mentionnés, est-ce que le fait de cet effet d'annonce vous satisfait? Pour mettre de l'eau à votre moulin, je voudrais vous donner quelques chiffres également aux téléspectateurs. Alors, au 31 août 2024, la Haute Autorité a reçu 8 987 déclarations de patrimoine, sur un total de 10 393, soit un taux donc de déclaration de 86,5%. L'objectif pour 2024, c'est d'atteindre ce taux-là à 90%.
la haute autorité fait-elle déjà bien son travail, Marius Komoé? Mais bien entendu, et c'est satisfaisant pour nous qui sommes de la société civile et qui en appelons régulièrement à la bonne gouvernance. Eh bien, la mise en place de cette haute autorité atteste de la volonté des pouvoirs publics d'assainir le système et de faire en sorte que chaque responsable, où qu'il se trouve et quoi qu'il fasse, puisse naturellement exercer ses fonctions en s'égardant de certains comportements que nous dénonçons, que nous déplorons, liés justement à la corruption, à la gabegie, au détournement de fonds et autres. Et donc la haute autorité à la bonne gouvernance, en assumant ses prérogatives telles que cela lui est reconnu par les tests qui l'ont mis en place, qui l'ont fondé, confirme donc la nécessité de l'existence d'une telle institution. Et donc nous félicitons le juge, j'allais dire le président, mais il est d'abord magistrat, ministre, Zorobi Epiphane, qui, depuis son accession donc, à cette institution, à la tête de cette institution, joue un rôle prépondérant et ne joue pas du tout avec les prérogatives qui sont accordées à son institution. Et donc, quand on suit les propos de Daouda tantôt, qui disait qu'effectivement, des personnalités de haut rang, des maires en exercice et autres personnalités ont été épinglées, cela dénote qu'il n'y a pas de tri. Lorsque justement on se rend compte, l'institution se rend compte qu'une autorité, quelle qu'elle soit, ne joue pas véritablement franc jeu en déclarant ses biens, eh bien on l'épingle et on transmet le dossier au pôle en charge, au pôle judiciaire en charge donc de les questionner et au besoin de les mettre derrière les barreaux si de besoin. Élisée Boloubé, comment appréciez-vous l'activité au niveau donc de la haute autorité de la bonne gouvernance? Êtes-vous, comme Marius Komoé, satisfait de l'action du président Zorobi Balo Epiphane? Non, moi je pense déjà qu'il faut féliciter, tout le travail abattu par le président de la haute autorité de la bonne gouvernance. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que depuis sa prise de fonction quand même, on sent en tout cas que l'institution monte en puissance. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. On avait déjà senti les prémices depuis qu'il était ministre même pour la lutte contre la corruption. Il avait mis en place voilà, un ensemble de dispositifs. Et on avait déjà commencé à voir, entre autres, il y avait le Spacia, qui était une plateforme de dénonciation de tout ce qui était corruption. On avait déjà commencé à voir les fruits pendant qu'il y était, avant que le ministère ne soit fermé et qu'il soit affecté à la haute autorité en tant que président de l'institution. C'est quelqu'un qui, en tout cas, impacte. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître quand il est dans une institution. On sent cette volonté-là de faire bouger les lignes. Et ça, c'est déjà très bien. Pour preuve, voici, ça, je ne sais pas si de mémoire d'Ivoirien, on avait l'habitude de voir les dénonciations aussi faciles dans des institutions, dénoncer des personnalités comme ça. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut-être remonterait au moment où nous-mêmes n'étions pas encore nés en Côte d'Ivoire ici. Voilà, aujourd'hui, qu'on a la possibilité de savoir qu'il y a des présidents du conseil d'administration, des directeurs de cabinet, des maires qui n'ont pas déclaré qui n'ont pas déclaré leur patrimoine. Ça, c'est déjà quelque chose de bien. Tout comme Daouda, je pense il faut pousser encore la chose plus loin. Pour moi, je pense même qu'avant que le pôle économique et financier mène ses investigations, on peut prendre une mesure conservatoire. Laquelle? Déjà de suspendre ces personnes-là. Un directeur de cabinet, on le démet de sa fonction. Ça, c'est une mesure conservatoire déjà pour commencer. Avant même qu'on ne mène les investigations pour aller plus loin, on enlève. De toute façon, je pense qu'il n'est pas le seul directeur de cabinet qui puisse exister dans ce pays ou qu'à la compétence du directeur de cabinet. Il y en a plusieurs. Il y a suffisamment de ressources humaines compétentes dans ce pays-là qui peuvent assumer cette fonction. Le président du conseil d'administration, mais on le démet de ses fonctions. On trouvera d'autres personnes qui vont assumer cette responsabilité. C'est des mesures conservatoires. Je pense que quand on va arriver à ce type de mesures, vous allez voir que c'est avec empressement que ceux qui sont encore réticents vont aller déclarer leurs biens. Mais ce qui me réjouit encore plus, au-delà de juste dénoncer ces personnalités, c'est vraiment le fait que je vois dans les déclarations de M. Zorobi Epiphane que les fonctions de la haute autorité sont en train d'évoluer. Là, il annonce la mise en place d'un dispositif de traitement des déclarations de patrimoine reçu dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite et le blanchiment. Ça veut dire que, par le passé, il suffisait que moi, Élisée Boloubé, je prenne mes fiches et que je dis, bon, j'ai une maison, une villa, j'ai 2 taxis. Aujourd'hui, on peut contrôler. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place un dispositif qui va vérifier la véracité de vos propos. Ça veut dire qu'on ira même jusqu'à regarder dans les registres. En plus qu'aujourd'hui, on a plusieurs registres.
les impôts, le trésor. On peut regarder les régularités fiscales, on peut voir un certain ensemble. Donc, il nous dit aujourd'hui que c'est en train d'évoluer et pour ça, même, il y a une mission qui est en train d'être mise en place qui va aller s'imprégner des bonnes pratiques de l'autre côté pour venir, en tout cas, mettre en place ce dispositif-là parce que c'est important. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas juste d'avoir une fonction dans la République et puis ça a donné un enrichissement illicite. Il faut que ça s'arrête. Et ça, c'est déjà une très bonne démarche. Herman Aboua, est-ce qu'on peut rappeler rapidement les personnes qui sont donc sujettes à déclarer leur patrimoine? Qui est en droit de le faire pour une meilleure compréhension de nos téléspectateurs? Les personnalités concernées par la déclaration du patrimoine sont notamment les personnalités qui ont des hautes fonctions, comme le président de la République, le vice-président, le Premier ministre, les présidents et chefs des institutions, les membres du gouvernement et les personnalités ayant rang de ministre ou secrétaire d'État, les membres du Conseil économique et social, donc les membres des autres institutions. À côté de ces grandes figures de la nation, il y a aussi les députés, les maires, les sénateurs, enfin les élus locaux également. Il y a les présidents des conseils régionaux, le vice-président, il y a aussi les gouverneurs et vice-gouverneurs, et puis certaines personnes qui ont à la charge au niveau des finances de l'État et autres. Donc, ce sont ces personnes-là qui ont droit de décision dans plusieurs institutions et appareils de l'État. Qui doivent déclarer leur patrimoine. Il faut dire que c'est le décret 2014-219 du 16 avril 2014 qui porte pour les modalités de la déclaration de patrimoine. C'est-à-dire que la déclaration de patrimoine, c'est une obligation constitutionnelle. Donc, lorsque le ministre Epiphane Zorobi Balo, président, il vient avec cela, il mène ces actions-là, c'est fort de cette exigence-là que les personnes enfreignent. Mais il faut le dire, moi je pense qu'il y a eu quand même un bon temps de latence qui a permis de sensibiliser. Quand même, le décret pour les modalités a été signé depuis 2014. Aujourd'hui, 10 ans après, on a encore, l'année dernière, quand on a fait le point, il y a 20% déjà à la fin 2023 et il restait encore 20%. On constate qu'il prévoit 3% que d'ici 2025, fin 2025, on va évoluer à 90%. 3%. Non, surtout que ces personnalités-là sont identifiées. Il faut donner force à la loi. Élysée l'a dit, il ne suffit pas seulement, parce que la loi dit quoi? Les sanctions encourues, paiement d'une amende égale à 6 mois de rémunération perçue ou à percevoir dans la fonction occupée ou le mandat exercé. Mais il faut dire que quoi? Les personnes qui n'aiment pas déclarer leur patrimoine, ces personnes-là, on peut se poser des questions, soupçonner le patrimoine qu'ils ont, de la provenance du patrimoine qu'ils ont. On peut même soupçonner de leur implication dans un réseau de corruption et de blanchiment d'argent et autres. Donc, on peut aller jusqu'à ce niveau. Surtout quand on les identifie, il faut les gens qui occupent des fonctions ou des élus, les démettre des mesures conservatoires, comme Élysée l'a dit, et puis après maintenant, chercher même à fouiller, comme il a dit, à fouiller. Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas déclarer Parce que justement, l'enquête, puisque les enquêtes vont démarrer, l'enquête ne va pas forcément nous donner ces raisons-là. Ce dispositif-là n'a pas été prévu forcément par la loi. Ils vont maintenant créer le cadre pour pouvoir le faire. Moi, je pense que ce sont des choses... Il faut l'intégrer. Parce qu'aujourd'hui, on estime la corruption en Côte d'Ivoire à près de 1300 milliards de francs CFA, 10% de notre budget. Cet argent, parce qu'au-delà des personnalités, il faut bien que la haute gouvernance, la haute autorité de la bonne gouvernance travaille aussi sur les réseaux de corruption en dehors des personnalités. C'est bien que ces personnalités-là déclarent leur patrimoine, mais il faut aussi que la haute autorité se donne les moyens aussi de regarder la transparence dans tous les secteurs. Vous savez, aujourd'hui, de façon systématique dans les services de l'État, il y a toujours un réseau de corruption pour que les services on va peut-être biaiser un peu les propos en disant pas dans tous les services de l'État. Non, je n'ai pas dit dans tous les services, de façon systématique dans certains services. Voilà. Très bien. Élysée Boloubeur. Non, moi je voulais juste rebondir sur quelque chose qui est important et je salue en tout cas le fait que Herman nous ait lu cet élément constitutionnel-là. Je ne sais pas si on pèse en fait la gravité des actes que les uns et les autres posent. C'est-à-dire qu'en refusant de déclarer son patrimoine, vous allez à l'encontre de la Constitution. Exactement. La loi fondamentale de notre République. Mais cette personne qui va à l'encontre de la Constitution-là,
mais a logiquement mérité un châtiment. Moi, je pense que juste lui dire, va déclarer tes biens, ou on te met en demeure, va déclarer... Moi, pour moi, c'est léger. Quelqu'un qui viole la Constitution, la loi fondamentale de notre République, mais cette personne-là mérite un châtiment plus important. C'est pourquoi je dis, j'estime pour ma part qu'il est important pour quelqu'un qui a l'outrecuidance de violer la Constitution, mais que cette personne-là, on puisse lui dire, comme tu violes la Constitution, notre Constitution-là, c'est elle qui nous permet d'organiser la République et qui permet que tu aies une fonction. Donc, comme tu ne la respectes pas, non, tu enlèves cette fonction-là. Déjà, toutes ces personnes-là devraient être démises, vous l'avez dit. Tranquillement, parce qu'elles sont en violation flagrante de la Constitution, ce n'est pas normal. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on revoie. Très bien. Alors, Marius Komouet, quand même un mot pour ceux-là qui, on a parlé donc du président, des membres du gouvernement, qui ont respecté la mesure. Nous sommes dans une société et en République, puisque la société, c'est d'abord aussi la République. En République, on ne peut pas véritablement ne pas respecter les dispositions légales qui régissent le fonctionnement de la République. Dès lors qu'on ne le fait pas, il est préférable, comme l'a dit Élysée, qu'on soit écarté. Parce qu'il n'est pas normal d'occuper des postes stratégiques et surtout la gestion financière des régies de l'État. Et puis, on se refuse de façon volontaire et manifeste de déclarer ses biens. Là où la loi fait obligation au nommé, dès lors que vous refusez, il fallait donc refuser d'exercer la fonction. La position. La position qu'on occupe. Parce que si vous êtes nommé pour exercer une fonction et que la loi vous fait obligation de déclarer vos biens, vous avez obligation, encore une fois, au risque de me répéter, de déclarer vos biens. Auquel cas, il y a lieu, naturellement, de vous démettre, comme l'a dit Herman, et de vous envoyer à subir les rigueurs de la loi. Très bien. C'est inacceptable que ce pays puisse continuer encore à évoluer sans véritablement être dans les prérogatives qui sont les siennes, c'est-à-dire le respect de nos lois. Daouda, est-ce qu'il ne faut pas revisiter un peu la chose? C'est-à-dire, lorsque vous êtes pressenti à une position, vous donnez peut-être un certain délai à l'effet de déclarer avant, maintenant, d'être dans le paille pour être choisi, pourquoi pas? Comment est-ce que vous réagissez à cela? Non, je pense que qu'on soit pressenti ou même qu'on soit, on peut être aussi dans l'urgence. Hein. Dans les deux cas, je pense que le bon sens et les expériences ailleurs qui nous a été donné de voir, c'est que dès que tu es nommé, je pense que tu as au moins 6 mois pour t'adapter, pour t'acclimater à l'environnement et tout. Donc, durant ce temps-là, avant, quand les 6 mois arrivent, je pense que c'est les 6 mois qu'on donne justement. C'est que 3 mois qu'ils ont. 3 mois qu'on donne avant les 6 mois, je pense que tu as le temps. Maintenant, moi, je pense que nous avons plus ou moins, on s'est tous indignés que 19 hauts cadres refusent de déclarer leurs biens. Après avoir dit cela, je pense que Herman a dit quelque chose, c'est que tu parlais de la corruption dans toute sa généralité. Voilà. Quand on a fini de s'attaquer au gros bonnet, il est important aussi d'attirer l'attention des citoyens. Allez-y, Daouda. Pourquoi est-ce que je dis cela? La corruption, l'État à lui seul ne peut pas combattre cela. C'est-à-dire que c'est par la synergie qu'on peut combattre la corruption dans notre État. Donc, il est de notre responsabilité, en tant que citoyen, quand on assiste à un cas de corruption, de signaler. Exemple. Mais je pense qu'il y a une application mobile qui a été mise en place qui s'appelle Spatia, oui, où on peut signaler de façon anonyme, où ça donne le temps à la HABG, j'ai dit haute autorité de la bonne gouvernance, de mener ces enquêtes et après cela pour attaquer... Exemple de cas sur lesquels les populations devraient immédiatement réagir, Daouda. Mais imaginez-vous un temps, on ne peut pas faire un document administratif, on vous demande de l'argent. Mais vous dites non, ce n'est pas possible. Vous signalez. Et celui qui vient, parce que pour corruption, il faut 2 personnes. Mais bien sûr, mais justement, quand c'est signalé, parce que si vous partez dans une administration publique, pour un appel de... avoir un document, un document, et qu'on vous demande de l'argent pour avoir ce document, mais vous avez le droit, le devoir même, de signaler cela dans l'application, ou même d'appeler la HABC pour dire que je suis venu dans telle administration, je suis venu tel jour, et on m'a demandé de l'argent pour tel acte administratif. Mais c'est parce que en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas la culture du signalement, la culture de la dénonciation, la culture de porter plainte. Donc souvent, tu vois, les choses, ce qui n'est pas normal semble devenir normal. Et du coup, tout le monde est chez lui, il se plaint. Non, il y a trop de corruption, il y a trop de ceci. Pourtant, Christelle, qu'est-ce que tu as fait? Quel acte tu as posé? Parce que
nos émotions nous guident. Ah, je n'ai pas envie d'être celui qui va être à la base du départ de quelqu'un. Moi, j'ai aucun scrupule à cela. Tu me demandes de l'argent, je signale cela. Toutes les tentatives de corruption, par exemple, automatiquement, vous les dénoncez, Daouda? Je n'ai aucun scrupule à cela. Ça fait même que, pour la petite histoire, ça fait même que souvent de fois, il m'arrive quand je suis arrêté au volant de ma voiture, souvent de fois, quand les policiers... arrêté au volant de désolé, quand je suis au volant de ma voiture, assis, quand les policiers me prennent, ils me disent, il faut partir. Pourquoi cet exemple-là, Daouda? Non, je le dis parce que souvent, on sait que souvent, il y a les billets de 1000, de 2000, ça glisse. Ah bon? Tu as bien connu. Non, mais je pense que vous faites preuve de mauvaise foi quand même. Vous faites preuve de mauvaise foi. On comprend l'exemple. Merci en tout cas, Daouda, et merci à tous pour cette... J'ai juste un point. Rapidement, Herman, 30 secondes. Le point que je voulais ajouter, c'était par rapport... C'est vrai qu'on avait eu 19 sur les 30, oui. Mais très prochainement, je crois qu'il a annoncé dans quelques jours une liste de 161 personnalités qui seront déversées. Mais ce qui est, comme Élisée l'a dit, ce qui est flagrant, c'est que ces personnalités-là sont identifiées. Donc, c'est vrai qu'on les cache tout cela, mais on peut prendre des dispositions par rapport à ces personnalités. Ça a été un point qui a déjà été porté, mais en tout cas, merci de l'avoir dit, Herman. Merci beaucoup. Parlons sécurité maintenant, madame, monsieur. Alors, selon les statistiques de la police, une soixantaine de cas de disparition inquiétante de mineurs ont été recensés en Côte d'Ivoire depuis 2014, avec, Dieu merci, un taux de résolution de 85%. Bien que, à cet effet, un dispositif de lutte contre les enlèvements d'enfants a été mis en place par le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur dévoilait hier le plan alerte enlèvement en Côte d'Ivoire. Et restez à l'écoute parce que c'est très, très important. Nous allons en parler dans les détails. Alors, Marius Komoué, qu'est-ce que le plan alerte enlèvement? Alors, il faut dire tout simplement que c'est un outil d'aide à la résolution rapide des enlèvements d'enfants, qui d'ailleurs a fait ses preuves dans des pays comme aux États-Unis, au Canada, en France. C'est aussi un dispositif, un système national d'alerte permettant surtout la diffusion sur l'ensemble du territoire national de messages signalant l'enlèvement d'un enfant. Donc le recueil d'informations. Exactement. Et donc, pour l'opinion publique, il est bon de noter que ce système, ce dispositif, il permet à l'État d'accélérer le recueil de renseignements, sinon au service de police, de gendarmerie, d'accélérer le recueil des renseignements, de faciliter la résolution de l'enquête, de compliquer la dissimulation des auteurs, mais aussi de porter secours à la victime et de réduire le temps de séquestration. Alors, combien de ministères portent ce projet, Marius? Comment est le nombre? Alors, nous avons une multitude de ministères, naturellement, qui sont... On va dire 7. 7, évidemment, dont le ministère de la Défense, de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministère de la Communication, des Transports, de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère des Eaux et Forêts et enfin le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Daouda, à quel moment déclenche-t-on cette alerte? Déjà, dès qu'on apprend qu'on ne voit pas déjà son enfant, mais à quel moment le système se met en branle. Voilà. C'est que dans un premier temps, il faut que la victime soit mineure. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition... Moins de 18 ans. Moins de 18 ans, parce qu'en Côte d'Ivoire, la majorité... Tout le monde te suit à travers le monde. Oui, mais je sais, mais je pense que la minorité en Côte d'Ivoire, on connaît. Mais on ne va pas faire un débat de cela. Mineur, moins de 18 ans. Voilà, on s'arrête là. La deuxième chose, c'est qu'il faut que l'enlèvement soit avéré. C'est-à-dire, justement... Non, souvent, il y a un enfant peut avoir fugué, les bêtises sont cachées quelque part. Les parents, ils ont peur, ils vont aller porter plainte et autres pour dire l'enfant est perdu. Et puis 2-3 heures après, on revoit l'enfant. Donc, du coup, il ne faut pas qu'on fasse un peu comme le standard de la GSPM, le groupement des sapeurs-pompiers. Certaines personnes s'amusent à appeler et déclencher des fausses alertes. Quand les enquêteurs vont se rendre compte que véritablement, après 1 jour, 2 jours, on ne voit pas l'enfant, on sent que vraiment l'enlèvement est avéré. Alors, on déclenche le système. Peut-être que sur ce point, il va falloir qu'on ait des informations. Ça veut dire quoi avéré? Et à partir de quelle heure ou combien de jours on pourrait... Généralement, je sais que pour les États-Unis, pour ce qui est à partir de 72 heures, on estime que ça, c'est un cas d'enlèvement qu'il faut prendre au sérieux. Très bien. Parce qu'il faut donner au moins le bénéfice du doute à l'enfant, parce que l'enfant peut fuguer pendant 2 jours. Donc, on va se dire, peut-être, je me dis ici,
peut-être 72 heures, parce que puisqu'ils se sont inspirés du Canada, de la France et des États-Unis, parce que ça a été exercé là-bas. Et si ça s'inspire véritablement de ça, je pense que c'est 72 heures. Très bien. La troisième chose, c'est que la vie ou l'intégrité de la victime est en danger. Et la quatrième chose, c'est que les enquêteurs disposent d'éléments dont la diffusion peut permettre à la population d'apporter son aide. Toutefois, merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Il était à peine 5h30 lorsque la capitale malienne se réveillait le mardi dernier au son des coups de feu. Au moins 2 attaques simultanées qui ont donc eu pour cible plusieurs sites stratégiques dont l'école de gendarmerie. Il faut dire aussi que le jeudi dernier, donc hier, une 50aine de gendarmes pris au piège par les roquettes ont eu leurs obsèques, voilà, j'y suis arrivée, ont eu lieu, c'était donc hier. Daouda, c'est assez triste pour le Mali. Cette attaque qui a fait près de 70, on parle de 80 même morts pour notre pays voisin, nos frères du Mali endeuillés. Comment est-ce que vous réagissez à cela, Daouda? Avant tout propos, j'aimerais dire au peuple du Mali, peuple frère du Mali, qui a toute ma compassion et sincères condoléances aux familles des femmes qui sont tombées les armes à la main au front. Cela ne devrait pas véritablement arriver. Parce que aujourd'hui, pour ma part, quand je finis de dire ça, il y a une question qui me touche au plus profondément. Laquelle, Daouda? C'est qu'il y a 4 ans, lorsque les capitaines, colonels et généraux, et le général prenaient le pouvoir, je ne vais pas dire du Mali, le colonel Assimi prenait le pouvoir au Mali, ils ont dit qu'ils prenaient le pouvoir parce que le régime qui était démocratiquement élu ne leur donnait pas assez d'armes, les moyens pour aller combattre au front. 4 ans. C'était une des raisons, en tout cas, de la prise de pouvoir. 4 ans après, eux-mêmes sont toujours au pouvoir. Ils ont tous les moyens. L'armée est montée en puissance. Ils ont eu les armements, ils ont eu les drones, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Et que finalement, aujourd'hui, quand je vois que les terroristes de Al-Qaïda, en fait, les attaques étaient au milieu du Mali, peut-être, comment on appelle ça, vers le nord. Mais là, ils sont arrivés au cœur. Mais quand on vient te frapper au cœur même de la capitale, ça pose un problème. Et le problème que ça pose pour moi, c'est qu'il y a comme pour moi une forme d'impuissance, une forme d'incapacité du régime en place au Mali à pouvoir gérer et à sortir de cet imbroglio-là très rapidement. Je vais chuter sur ça. Mais il faut que véritablement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment la CEDEAO, malgré tout ce qui a été dit par les États du Liptako Gourmand, il faut que la CEDEAO puisse aider ces pays-là. Parce que le Mali fait partie de l'AES. Hein? Oui, bien sûr. Parce que la CEDEAO condamne également. Oui, la CEDEAO condamne. Parce qu'aujourd'hui, il faut que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, tous ces pays-là puissent aller aider ces pays-là. Parce que vous vous rappelez, une fois j'ai dit, il faut sauver le soldat Ryan. Mais aujourd'hui, il faut sauver le Mali, il faut sauver le Burkina, il faut sauver le Niger. Parce que si ça rompt pour eux, ça va rompre pour nous. Marius Komoé, Daouda estime que la prise au pouvoir était justifiée par le fait qu'il n'y avait pas d'armement, il y avait les attaques terroristes. Cette fois-ci, là, l'attaque fait mal parce qu'elle touche le cœur de Bamako, l'école de gendarmerie et d'autres sites. Même un réacteur de l'avion présidentiel a pris feu à l'aéroport. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Est-ce que vous vous dites qu'il y a encore à faire pour le gouvernement malien? Il ne faut pas perdre de vue qui est-ce qui a perpétré cette attaque. C'est Al-Qaïda. Alors, le Mali, qui n'a pas une véritable puissance, à travers le monde en matière de sécurité internationale, comparativement à des pays comme les États-Unis, la France et autres qui ont été frappés au cœur de leur capitale par Al-Qaïda, on ne peut pas dire que c'est parce que, justement, le régime du Mali n'a pas véritablement assuré... Non, c'est Al-Qaïda. Al-Qaïda, quand elle veut frapper, elle frappe. Donc vous voulez dire qu'aucun pays ne peut résister à Al-Qaïda? C'est ce que vous dites, Marius Komoé? Pardon? Vous dites qu'aucun pays ne peut résister à Al-Qaïda? Mais même les grandes puissances très développées en matière de sécurité internationale, de leur sol, de sécurité de leur territoire, ont subi le courroux d'Al-Qaïda. On subit les attaques d'Al-Qaïda. On se rappelle encore des attaques du 11 septembre oui, aux États-Unis. 2020, oui. On se rappelle encore de ce qui s'est passé en France avec justement des attaques avec des connotations djihadistes. Très bien. Où voulons venir? Et juste pour dire que tous les pays du monde ne sont pas à l'abri justement des attaques terroristes.
Le Mali, en subissant cette attaque, vient encore de perdre ses vaillants fils et filles, mais il n'en demeure pas moins que l'on se mette ensemble au niveau international pour extirper de nos contrées, de nos frontières, cette nébuleuse que représente Al-Qaïda. Vous êtes donc en partie d'accord avec les propos de Daouda. Et Élisée Boloub, est-ce que sur la question donc, de la sécurisation de nos États, il faut à un moment donné aller au-delà de tout ce qui s'est passé, faire la synergie des actions, donc si ceux de AO et AES, à l'effet justement de résorber la question du terrorisme. Réaction, Élisée? D'accord, avant que je n'aille plus loin, tout comme Daouda, vous me permettrez en tout cas de m'incliner sur ces personnes décédées là, suite à cette attaque, je dis lâche et terroriste à Bamako. Je voudrais en tout cas m'incliner sur la dépouille de ces personnes disparues là et présenter mes sincères condoléances à leurs familles biologiques, mais également à l'État du Mali. Parce que contrairement à ce que certains veulent faire croire, notamment dans la zone AES, nous, Ivoiriens, nous, membres de la CEDEAO, sommes sensibles à ce qui se passe au Mali. Ça, il faut qu'ils le notent. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on va applaudir ou qu'on dit qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe au Mali. Mais justement, c'est parce que nous, on est peinés de voir tout ce qui se passe au Mali aujourd'hui. On pense que nos frères maliens, quand je dis nos frères maliens, je comptabilise le régime en place à Bamako actuellement. Nous pensons qu'ils méritent mieux que ce qui se passe actuellement. Et on pense que c'est ensemble qu'on arrivera à donner un mieux-être, à permettre à notre zone sous-régionale de mieux se porter. Est-ce qu'ils auraient pu prévoir cela? Non, c'est une attaque terroriste. Une attaque terroriste, ça peut... Nous, on a été frappés en 2016. Clair, hein, voilà. Même en 2019 encore, on a été frappés à Kafolo. C'est des choses qui peuvent advenir. Mais quand vous avez plusieurs fronts ouverts et quand vous êtes dans une dynamique de tension politique avec les voisins, ça vous fragilise plus, ça ouvre des brèches. Voilà pourquoi il est important qu'on s'élève au-dessus de nos ressentiments et qu'on puisse comprendre à un moment donné que c'est ensemble uni qu'on peut arriver à vaincre cette menace-là. Pour aller à l'unité ou à l'unité d'action, quel est le pas, quel processus devrait être mis en place pour que les chefs d'État, in fine, de l'AES et ceux de la CEDEAO s'asseyent à la même table et réfléchissent à Afrique de l'Ouest? Non, et Christelle, il y a une seule démarche à faire. Les chefs d'État de la CEDEAO ont toujours été ouverts, ils l'ont proclamé à chaque sommet, ils le disent à chaque fois. À aucun moment, ils n'entrevoient le départ même de leurs frères. C'est-à-dire qu'ils sont dans une dynamique du retour de ces frères-là. Maintenant, je pense, et je le dis avec vraiment beaucoup d'humilité, je m'adresse aux autorités maliennes pour leur dire qu'il y a un moment où on peut se laisser gagner par des ressentiments. Il y a un moment où on peut être fâché, mais on ne peut pas être fâché toute la vie. Et puis, nous avons tellement de liens séculiers qui nous unissent avec ces pays-là qu'on ne peut pas persister dans cette voie-là. À un moment donné, il faut qu'ils comprennent qu'il est nécessaire, non seulement pour eux, mais pour le peuple malien, qu'on puisse retrouver cette symbiose, cette entente d'antan. Donc cette démarche d'humilité, c'est la force des braves. Ce n'est pas une faiblesse. Reconnaître qu'on a poussé le bouchon un peu loin, qu'on peut revenir, ce n'est pas une faiblesse. Et moi, vraiment, c'est l'appel que je veux lancer aux autorités aussi bien du Mali, du Burkina que du Niger. Ce n'est pas une faiblesse de revenir à la table et de dire, chers frères, repartons ensemble, redynamisons, voyons comment est-ce qu'on peut collaborer pour vraiment extirper de notre zone cette attaque ou cette menace Surtout terroriste. que la CEDEAO est ouverte et l'AES aussi se dit ouvert. Arman, réaction? Moi, je pense que l'histoire est têtue et les faits de l'histoire le sont avec l'histoire elle-même. Je pense que le Mali, le Niger, le Burkina Faso, les autorités militaires qui sont à la tête de ces États ne doivent pas être surprises, j'imagine. Parce que lorsqu'on change de cap en termes de nouvelles orientations dans nos relations avec nos anciens amis et qu'on veut faire une rupture de cette envergure-là, on ne doit pas s'étonner de se voir être secoué par ces éléments-là qui, regardons le timing, c'est au lendemain de l'anniversaire de l'AES. Il y a eu un discours même, évidemment. Je ne vais pas revenir sur indexer qui que ce soit, mais je pense bien que ce sont les autorités de ces pays-là, parce que c'est arrivé au Mali, ça arrive souvent au Burkina, ça arrive souvent, ça peut arriver au Niger. C'est aux autorités militaires de ces pays-là de faire en sorte de préserver la sécurité de leur population.
et de façon responsable de trouver le système adéquat pour, comment on l'appelle, au niveau de la défense, pour défendre, parce que c'est une double attaque. Et l'école de gendarmerie, on surprend des élèves gendarmes en plein sommeil. Et sur l'aéronef, ce sont des symboles pour montrer que certainement les femmes dont on parlait, qui étaient outillées en matière militaire, qui avaient beaucoup de matériel militaire et autres, en fait, c'était peut-être du bluff. Donc, ce sont les autorités de ces pays-là qui doivent pouvoir trouver le meilleur mécanisme de défendre leur pays et ne pas pleurnicher, parce que dans tous les cas, après les décomptes des morts ou bien des victimes, des blessés et autres, là, dans les médias pour porter cela, ça peut arriver, mais c'est à eux ce sont les autorités, c'est à elles de rester sereines. Merci beaucoup. En tout cas, toute notre compassion envers le peuple frère du Mali et nos condoléances les plus appuyées aux familles des victimes, en espérant que la paix et la stabilité reviennent dans notre région, dans ces pays-là. Nous allons maintenant, messieurs, pour terminer notre plateau, parler de l'exercice illégal de la médecine en Côte d'Ivoire, en tout cas pour certains qui vont contre la loi et exercent sans documents, sans que voilà, le gouvernement ou les structures affiliées leur donnent la capacité de le faire. Et pour en parler, nous recevons le docteur Tablé Dedi Raphaël Axel. Voilà, Tablé Dedi Raphaël Axel. Il est médecin spécialiste, vice-président du syndicat national des médecins de Côte d'Ivoire. Vous avez donc vous avez un DSS en management santé, spécialiste de droit médical. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. En quoi est-ce que justement cette thématique est importante pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui et à quel taux sommes-nous? En fait, c'est un problème crucial de santé publique. Oui. L'État de Côte d'Ivoire, à travers sa direction de santé. Est-ce que vous pouvez retirer vos lunettes? Voilà, ça touche le micro. Voilà, exactement. Merci beaucoup. La DEPS, qui est située non loin de la maison des journalistes, vers le bloc ministériel, avec le gouvernement, ont décidé, à l'horizon 2025, de réduire à zéro les établissements illégaux. Et il y a eu une étude menée par l'Union européenne et reprise par l'État de Côte d'Ivoire, où on nous dit que 70% des établissements existants sont des établissements illégaux. 70%? Oui, c'était le chiffre à l'époque où le président Duncan était encore Premier ministre. Oui, c'était là que l'étude avait été faite. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a une proportion de chiffres? Mais aujourd'hui, l'État se bat pour fermer ou de régulariser ces structures qui étaient illégales. Les chiffres ne sont pas encore publiés. Donc, je ne saurais vous donner un chiffre. Mais tout compte fait, c'est un problème crucial. Et chaque jour, il y a des victimes. Alors, illégal, avant de passer la parole à mes amis, illégal comment? C'est en termes de diplôme, capacité donc technique pour exercer, ou simplement on se prévaut d'une fonction dont on n'a pas la compétence? Mais en cela, il faut s'adosser à 2 textes de loi. Un texte qui parle de l'organisation et le fonctionnement de l'Ordre national des médecins du Côte d'Ivoire. Et le second texte, il a été pris, c'est le texte 2024-240 du 24 avril 2024 qui définit les conditions d'exercice de la profession médicale en Côte d'Ivoire. Si on veut s'appuyer sur les ressources humaines, il y a la qualité de l'individu qui doit avoir un diplôme d'État en médecine en Côte d'Ivoire et être inscrit au tableau ordinal. Donc, celui qui n'est pas inscrit au tableau ordinal, même s'il a soutenu une thèse de doctorat d'État en médecine à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan ou de Bouaké, qui n'est pas inscrit, il fait de l'exercice illégal. Très bien, très bien. Élisée Boloubou, question? Oui, c'était un peu dans ce sens, mais ce que je veux noter aujourd'hui, vous, votre corporation, vous les médecins, je vais dire, qui exercez de façon légale et dans les structures sanitaires légales, les structures sanitaires légales,
aujourd'hui, est-ce que vous estimez que la prise en charge ou le traitement est adéquat au point où les citoyens ne s'orienteraient pas vers des structures illégales? Parce que très souvent aussi, c'est justement parce qu'on n'a pas le service qu'il faut que devant la première infrastructure sanitaire, on rentre en fait. Est-ce que vous ne pensez pas que là aussi, il y a quelque chose à faire à votre niveau? OK, merci. Il est du devoir régalien de l'État de mener sa police. Moi, je suis un citoyen ivoirien, j'ai décidé de pratiquer la médecine. Mes parents m'ont aidé à avoir accès à l'université. Je finis et la loi dit, si je dois exercer, je dois être inscrit au tableau ordinal. Si je ne le fais pas, je suis illégal. Avant, il n'y a pas assez longtemps où les fonctionnaires même qui sont employés par l'État de Côte d'Ivoire n'étaient pas inscrits au tableau ordinal. Les discussions ont été menées pour faire comprendre à l'État que vous êtes en train de faciliter l'exercice illégal parce que c'est depuis 1962 et 1960 avant, quand il a été créé l'Ordre des médecins en Côte d'Ivoire, que cette loi a été prise. Il n'y a pas encore eu un nouveau code de déontologie, il y a eu une nouvelle loi sur l'exercice de la fonction. Donc c'est bien avant que nous naissions que déjà l'État avait mis cela. Mais l'État a favorisé à un moment donné. Aujourd'hui, l'État nous a compris. Avant d'être recruté à la fonction publique, il faut pouvoir être inscrit au tableau ordinal. À côté de ça, il y a nos pays voisins et certains pays africains dont les étudiants viennent ici et qui se mettent à exercer, même s'ils sont spécialistes en droit. On ne pourra pas avoir un avocat, quelle que soit sa notoriété, venir plaider sans avoir un tuteur en Côte d'Ivoire. C'est l'avocat ivoirien qui plaidera à sa place. Donc, ce n'est pas parce qu'on est médecin. Non, attention, aujourd'hui, avec la nouvelle disposition au niveau donc, des pays de l'UEMOA, une nouvelle disposition qui permet... Oui, je vais venir. Qui permet à l'avocat ivoirien d'aller pouvoir plaider dans tous les pays donc, concernés par l'UEMOA. Oui, mais là-dessus, je prends par exemple cette directive de l'UEMOA. Exactement. Est claire à cause de la libre installation et la libre circulation. Mais ça ne se fait pas au hasard. Ah non, du tout. Ça ne se fait pas au hasard. C'est encadré, bien sûr. C'est bien encadré par des textes de loi que je pourrais vous expliquer si vous le souhaitez. D'abord, un membre de l'UEMOA doit renoncer à son inscription dans son tableau ordinal d'origine. Ah, OK. Parce qu'on ne peut pas être inscrit sur deux tableaux de pays différents. Même que tu sois américain, quand tu dois venir exercer en Afrique, tu veux t'établir, tu dois renoncer. On ne s'inscrit que sur un seul tableau. Donc, le médecin de l'UEMOA doit renoncer à son inscription. Il vient, il fait sa demande d'inscription au tableau ordinal ivoirien. Okay. Il va déposer ses dossiers. Nous allons voir l'authenticité de ces dossiers, s'il y a une équivalence ou pas. On doit faire l'enquête de moralité avant qu'il soit inscrit. Et il est inscrit dans un registre spécial qui est renouvelé chaque année. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on constate? Quand un tel d'un pays de l'UEMOA vient, il s'installe de façon clandestine. Il n'y a pas longtemps, à Bonan, il y a un qui est allé s'installer, qui se fait passer pour un radiologue. On a été interpellé parce qu'on a un numéro vert. Oui. On vérifie son numéro. Son président de l'ordre ne sait même pas qu'il a quitté son pays pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. S'établir en Côte d'Ivoire. Là-bas, il est médecin généraliste. Et ici, sur son cachet, il met qu'il est radiologue. Bon, c'est tout ça là, contre tout ça là qu'on doit lutter. Il y a également les bâtiments. Ça, c'est l'État qui donne l'autorisation d'ouverture et d'exploitation. Très bien. Mais quand on vous donne, par exemple, une autorisation de cabinet médical, votre plateau technique, c'est cabinet médical. Quand vous partez y faire des accouchements ou bien des interventions, même si vous êtes médecin régulièrement inscrit, vous faites de l'exercice illégal là, parce que vous êtes dans une structure qui n'a pas droit de poser ce type d'actes. Et tout ça, les populations devraient le savoir, parce que comme Élisée l'a dit, dès qu'elle a un petit mal ou elle est en souffrance, elle rentre la première structure sanitaire qui s'ouvre à elle y part. Herman, question? Non, mais question, c'est-à-dire que, à vous entendre, la médecine illégale aujourd'hui est beaucoup pratiquée par vos confrères qui sont venus d'autres pays. C'est un exemple. Pas forcément. Ma question. Le répondre, il est là pour ça. Pas forcément. C'est un exemple. Ce qu'on constate, on n'a pas eu d'études à proprement dites. Tu peux être ivoirien
et faire de l'exercice illégal. Moi, aujourd'hui, je suis inscrit au tableau ordinal. Si l'année prochaine, je ne paye pas mes droits d'inscription et que la période arrive et que je ne m'exécute pas, je deviens illégal alors que j'étais inscrit. Ah, très bien. Okay. Maintenant, ma question même, c'est je prends un cas pratique. Aujourd'hui, par exemple, j'ai été à Koumassi, accosté par quelqu'un qui parlait de cas de sa sœur qui est malade, qui était souffrant d'insuffisance rénale, par exemple. Et que lorsqu'ils étaient en train d'adresser la question pour faire les dialyses, par exemple, au niveau du CHU de Treichville, il s'est trouvé qu'à chaque fois, pour plusieurs patients, ils ont dit qu'il n'y avait pas de place et on les conduisait systématiquement à une clinique, donc je ne vais pas faire la contre-publicité ici. Et avant de partir, on leur réclamait de payer 70 000 francs qu'ils envoyaient directement au truc. Est-ce que ce n'est pas ces gens d'actes-là qui font souvent, qui poussent les populations à s'orienter vers des cliniques qui ne sont pas forcément légales, qui sont à proximité? L'exemple que vous prenez, tout le monde peut se retrouver dans ce cas. Les spécialistes en Côte d'Ivoire de néphrologie, je ne pense même pas qu'ils atteignent 30. Et sur l'étendue nationale de Côte d'Ivoire, les hôpitaux ou bien les structures publiques qui disposent de centres d'hémodialyse, on les compte sur les bouts des doigts. Avant, c'était que seulement à côté de SAMU à Cocody. Après, il y a eu Yopougon, il y a eu Treichville, il y a Gagnoa, je crois qu'il y a Boaké. Donc, c'est pas... 5 ou 6 alors, parce que peut-être que vous le dites, je compte, ça fait 5 ou 6. En tout cas, ça ne peut pas dépasser une vingtaine pour l'étendue du territoire national ivoirien. Oh, nous sommes arrivés à la chute de l'émission, mais terminez, je vous prie. Et les néphrologues sont en nombre très, très, très réduit. Et c'est ce qui favorise cela, le manque de place. Parce qu'une salle de réanimation vient de néphro, c'est un gros dispositif. Très bien. Donc les places sont limitées, effectivement. Alors la thématique est intéressante, mais tout à l'heure, vous parliez d'un numéro vert que les populations pourraient utiliser à l'effet de pouvoir dénoncer des cliniques qui seraient illégales, en tout cas selon elles, jusqu'à ce que... Les cliniques de la mort. Voilà, jusqu'à ce que confirmation ou infirmation soit donnée. Quel est ce numéro vert, docteur? Bon, avant de donner, il faut dire que l'État a pris sur lui la responsabilité de créer une police sanitaire. Très bien. C'est à la police sanitaire qui revient les prérogatives de mener cette action. Nous, notre numéro, c'est que nos confrères ou nos praticiens nous appellent et nous estons. C'est tout ce qu'on peut faire. Très bien. Donc, il n'y a pas de numéro vert à donner. Non. Très bien. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes docteur Tablé Dédi Raphaël Axel et vous attiriez l'attention des populations sur l'exercice illégal de la médecine en Côte d'Ivoire. On a même souhaité demander à la population, excusez-moi, oui, on termine rapidement. Quand tu viens chez un praticien, tu es en droit de lui demander sa carte d'inscription au tableau ordinal. Très bien. L'État de Côte d'Ivoire a demandé aux forces de l'ordre de pouvoir mettre leur matricule et leur nom. Avec cette procédure, nous pensons que ça peut freiner. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Surtout, merci pour cette précision. C'est donc le week-end. En attendant lundi, je voudrais vous dire merci. Vous avez pris de votre temps, de partout en Côte d'Ivoire et dans le monde, de nous suivre et de réagir. Nous prenons très à cœur vos réactions sur les différents réseaux et nous attellerons donc à corriger les choses qu'il y a à faire. Herman, merci. Merci, Christelle. Bon week-end, Élisée. Bon week-end à toi aussi. Marius, Daouda, bon week-end à vous. Bon week-end dans la paix, surtout que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Merci et à lundi. Inch'Allah, il le fera.